Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, j'espère que là, cette fois-ci, c'est bien parti pour que le soleil revienne et que ce temps gris s'estompe peu à peu et que le soleil, sur Saint-Gilles surtout, réchauffe les cœurs et le sable. On parlera tout au long de cette semaine de Saint-Gilles. On essaiera de connaître un petit peu l'histoire, de connaître un petit peu aussi les personnes qui ont créé un événement à un moment ou à un autre. On va en parler avec Alexandre Dupuis, c'est dans Causement Réunionnais. Alexandre Dupuis, bonsoir. Bonsoir Jesmi. On parle, j'allais dire, quand est-ce que... En fait, la question que j'aurais dû poser tout à l'heure, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir retourner sur Saint-Gilles, parce que c'est une question qui occupe les esprits. Les gens ont envie de sortir, en fait, ont envie de retrouver leur liberté. Et on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de monde sur la plage de Saint-Gilles. Oui, exactement. Avec le confinement, les choses deviennent difficiles pour tout le monde, surtout pour les petits commerçants. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, si on va avoir Noël, même si on va pouvoir profiter de nos vacances. Bon, l'avenir est très incertain. Mais comme tu le disais, Gismi, Saint-Gilles est un rayon de soleil. Saint-Gilles, c'est le symbole des vacances, de la mer, de la plage. Et Saint-Gilles, c'est aussi un peu plus, parce que quand on gratte un petit peu, on essaye de connaître un peu l'histoire de La Réunion, bien sûr, et de Saint-Gilles en particulier. On découvre que Saint-Gilles est plus que ce que c'est aujourd'hui dans la carte postale qu'on veut bien, c'est-à-dire être la plage avec le sable, avec les bateaux, ou le côté balnéaire. Quand on gratte un petit peu, c'est ce que vous avez fait également, Alexandre Dupuis. Saint-Gilles, c'est beaucoup plus. Oui, c'est exactement cela. En fait, Saint-Gilles, c'est un quartier de Saint-Paul. Et Saint-Gilles, on ne le sait pas, mais Saint-Gilles est à l'origine du peuplement de la Réunion, comme Saint-Paul en fait. Et d'ailleurs, on va le découvrir dans mon documentaire que Saint-Gilles, en fait, ce n'est pas que la carte postale, mais c'est aussi toute l'histoire de la Réunion. Et à ce sujet, j'ai fait un documentaire de 52 minutes que nous allons diffuser justement par épisode, par 5 épisodes. Tout au long de cette semaine. Tout au long de cette semaine, de lundi à vendredi. Chaque épisode fait à peu près 10 minutes, 10 minutes chacun. Il y en a un qui fait quand même 14 et un qui Oui, fait 15. Il y en a un qui fait 14, un autre 15, oui, c'est vrai, mais bon, voilà, parce que je me suis permis de rallonger certaines séquences puisque on a la liberté de partager tous ces épisodes sur 5 jours, donc je me suis permis de rajouter quelques séquences inédites. Alors là, ce que vous allez découvrir de ce soir à vendredi, c'est de savoir un petit peu l'histoire, parce que de Saint-Gilles, on a la carte postale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que The Highland pour certains. Mais Saint-Gilles, c'est aussi un quartier qui est rempli d'histoire, ce que l'on ne sait pas. Ce que beaucoup de Réunionnais ignorent. Oui, exactement. En fait, pour les gens, l'histoire, c'est plutôt Saint-Paul, en fait. Mais Saint-Gilles a été une rade de débarquement autant que Saint-Paul, en fait. La rade de Saint-Gilles a été utilisée dès le départ. Donc, c'est un lieu historique de la Réunion. D'ailleurs, je n'en dis pas plus, on va le découvrir dans mon documentaire. D'ailleurs, dans le premier épisode, qui est sur l'origine de Saint-Gilles. Alors, pour faire ce documentaire, je me suis appuyé sur des historiens reconnus, comme Alexis Miranville, qui est un spécialiste de Saint-Gilles-Léo, mais aussi d'Olivier Fontaine, qui est docteur en histoire moderne et spécialiste de l'histoire de la Réunion et aussi de l'histoire maritime. Et je me suis appuyé aussi pour le voyage en train, parce que Saint-Gilles, c'était aussi la destination phare du Titrain Longtemps. Donc, le Titrain Longtemps qui date du 19e siècle, et puis dans les années 30... Ma famille, mes grands-parents avaient l'habitude de faire le trajet Saint-Denis-Saint-Gilles en train, et donc Saint-Gilles à l'époque était une destination, mais ce n'était pas une destination comme maintenant. C'est
comme tout le monde sait, Saint-Gilles-les-Bains, c'était presque désert en fait. Et puis il y avait aussi la malaria, donc les gens y allaient. C'est à quelle voilà. époque, la malaria? Alors, à l'époque de mon oncle Jean-Marie, c'était en 1930, mais il y a eu la malaria bien avant, il me semble que... Et après, alors comment on s'est débarrassé de ces maladies-là? C'est grâce à la démoustication, hein, je crois, c'est l'histoire de DTT, les trucs... Il y avait encore un service de prophylaxie, je suppose également, à l'époque. Alors là, je ne sais pas du tout, mais je pense que le service de prophylaxie, je pense que ce sont les années 70. D'accord. Ouais. C'est ou 60, peut-être 60, 70, ouais. Une chose aussi, dans les séquences que vous allez voir tout au long de cette semaine, c'est de voir Saint-Gilles, non pas différemment, mais de voir Saint-Gilles sous ce qui est ce quartier de Saint-Paul, ouais. Ce quartier de la Réunion, de voir que l'histoire est passée par là, mais l'histoire n'a pas... Je veux dire, on n'a pas retenu cette partie de l'histoire. La pêche reste aussi quelque chose d'important, y compris aujourd'hui à Saint-Gilles. Oui. La pêche, ça a toujours été un petit port de pêcheurs, Saint-Gilles. On va dire que la pêche, ça fait partie de l'identité de Saint-Gilles. Bon, après, à partir des années 70, il y a eu d'autres activités comme le surf, le kayak. Ensuite, maintenant, il y a pas longtemps, il y a eu le paddle, le kitesurf. Donc, ça, les activités nautiques sont on va dire, innombrables, quoi. Oui, l'identité de Saint-Gilles, on va dire que c'est la pêche. Alors, parmi les intervenants qui sont dans mon film, il y a aussi René Robert qui va nous parler, justement, on parlait de la pêche, lui, il va nous parler du lagon. C'est le lagon qui est la nurserie des poissons. La nurserie des poissons. On verra aussi que Saint-Gilles, c'était quelque part cette barrière de corail créait une forteresse en fait, et qui a été décisive pendant la guerre contre les Anglais à l'époque de Napoléon en fait. Et on verra aussi les batteries de Saint-Gilles qui sont très très anciennes, c'est-à-dire les batteries de canons. Voilà, j'avais précisé parce que les batteries de canons, voilà. Oui, les canons. Donc, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu sur les littorales. Qui sont en représentation, on va dire. Voilà. Ouais. De la Réunion, c'est ces canons comme au Barachois, parce que c'est là qu'on voit. Ou comme c'est également à la montagne, quand on monte vers les Trois Bancs, on a ces canons qui pointent vers la mer. Et c'est vrai que la Réunion a positionné quelques canons pour se défendre. Ouais. En fait, la Réunion a positionné des canons au point stratégique, au point névralgique, c'est-à-dire devant les passes, devant les rades. C'est pour couvrir les bateaux qui venaient mouiller quand ils étaient poursuivis par un navire ennemi, ou pendant la guerre contre l'Angleterre, c'était pour les couvrir. D'ailleurs, on verra une escarmouche qui a eu lieu dans la rade de Saint-Gilles. Alors ça sera dans le 3e épisode, justement. Olivier Fontaine nous racontera d'une façon très brillante cette histoire. Et donc Saint-Gilles, ce n'est pas non plus que le littoral, parce qu'au 19e siècle, lorsqu'on parlait de Saint-Gilles, on parlait surtout de Saint-Gilles-Léo avec le domaine Villèle. Et Saint-Gilles-les-Bains, c'était on va dire inexistant. Il y avait un chemin qui montait jusqu'à Villèle. Je ne vais pas en dire plus pour que les spectateurs découvrent. Et Saint-Gilles a été aussi, on va dire, le Villèle a été le berceau de l'hindouisme à La Réunion. C'est là où il s'est développé avec Daniel Saint-Gagny. Bon, je ne vais pas en dire plus non plus, ça sera dans le dernier épisode. Je vais laisser aux spectateurs le bonheur de découvrir cet épisode. Alors, on va revenir sur un point, c'est lorsqu'on parle de Saint-Gilles-Léo, là aussi c'est une histoire, parce que Saint-Gilles-Léo c'est Villèle, Villèle c'est Madame des Bassins, ouais. C'est Madame des Bassins, et là aussi il faudra quand même nuancer les postures, parce que on a toujours tendance à
a traité Madame Desbassins comme une esclavagiste. C'est vrai, elle avait des esclaves, mais elle avait aussi un comportement bienveillant qu'il faudra aussi garder. Oui, parce qu'en fait, Madame Desbassins, au départ, c'était la seconde providence, parce qu'il y avait un gouverneur et puis il y avait aussi le pape de l'époque qui avait reconnu entre guillemets sa bienveillance. Et ensuite, ce n'est qu'à partir des années 70 qu'on en a fait une diablesse. Et il y a aussi tout un contexte politique en fait autour de Madame Desbassins. Et donc voilà, c'est une question très très politique en fait. Il y a un mélange de politique, il y a de politique moderne des années 70 et aussi de politique ancienne avec les autres propriétaires qui étaient jaloux justement de son domaine. Donc voilà, ça fait... C'est ce que j'allais dire également. Lorsqu'une femme se met à émerger dans un monde d'hommes, les hommes ne sont pas tendres, les hommes sont même parfois mesquins et méchants quand on décrit une femme qui est à la tête d'une propriété, à l'époque, d'une grande propriété. Oui. Exactement. Bon, il y a aussi le fait que ce soit, comme vous l'avez dit, que c'est une femme, et que les hommes ont toujours été suspicieux de voir une femme avec des responsabilités. Et donc même maintenant d'ailleurs, une femme qui a des responsabilités, on ne lui fera pas trop confiance. On lui fera pas non plus trop de cadeaux. Voilà. Et juste une question pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature française. Posez-vous pourquoi et comment Aurore Dupin va devenir George Sand pour pouvoir publier ses ouvrages. Ouais, exactement. Ouais. D'accord ? Une femme va choisir le nom d'un homme pour pouvoir publier ses ouvrages. Ouais. Et c'est vrai qu'à cette époque, au XVIIIe siècle, 19e siècle, on ne peut pas dire qu'on a vraiment aidé à l'émancipation de la femme. On a fait plutôt l'inverse. Et à partir du 19e siècle, on va quand même enfoncer le clou et la femme aura toujours l'image de celle qui doit rester au foyer et s'occuper de ses enfants et de la maison. Donc, l'histoire de Madame Desbassins est également, également évolué dans ce contexte-là. Maintenant, reste sur Saint-Gilles, cette semaine où vous allez voir 5 reportages tombe un peu, je dirais pas à pic, mais le fait qu'aujourd'hui on ne peut plus aller à la plage, c'est vrai que ça va quand même vous amener à vous interroger sur vraiment ce qu'est Saint-Gilles pour La Réunion. Parce qu'on le regarde comme un endroit où ne vont que certaines personnes pour aller profiter du soleil. Non, Saint-Gilles, c'est vraiment, et comme tous les autres endroits de La Réunion, ce sont des endroits qui ont leur histoire. Et là, vous avez pendant une semaine l'occasion de découvrir l'histoire de Saint-Gilles. Et je pense que c'est un petit peu le travail qu'a fait Alexandre Dupuis. Oui, c'est exactement ça. Et puis Saint-Gilles, ça a inspiré Lecomte de Lisle qui en a fait son poème La Ravine Saint-Gilles, justement. Et son poème, il l'a écrit lorsqu'il était à Paris, et lorsqu'il se souvenait encore des beautés de ce lieu authentique et sauvage et merveilleux. Et non, c'est bien, parce que ça fait penser au Bernica, en fait, en même temps. Donc, comme il a écrit aussi le Bernica, et c'est vrai qu'il s'inspirait vraiment des paysages de La Réunion, Lecomte de Lisle. Et quand on revient là-dessus, pour ceux qui se rendent de temps en temps au cimetière de Saint-Paul, vous avez donc au fond de cette allée, vous avez donc la tombe de Lecomte de Lisle, et je crois que c'est le moment aussi. C'est pour ça que je disais que quand on parlait de la ravine Saint-Gilles, quand Alexandre Dupuis faisait référence à ce poème de Lecomte de Lisle, c'est que vous montrez à quel point certains endroits portent vraiment l'histoire de La Réunion. La ravine Saint-Gilles, pour beaucoup, ce n'est pas... En plus, c'est entre Saint-Gilles-les-Bains et Saint-Gilles-les-Hauts, un petit peu, la ravine Saint-Gilles. Donc, mais c'est vrai que Saint-Gilles-les-Hauts, avec la ravine Saint-Gilles, entre l'hindouisme, l'esclavagisme, l'hindouisme, c'est quand même de grands moments de l'histoire. Et quand on fait référence à Daniel Singani,
c'est vrai qu'il a, avec son temple, s'appelle la misère à Saint-Gilles-Léo, il a quand même créé un espace, un endroit pour aussi l'histoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a raconté un petit peu, Daniel Sangani ? Eh ben, en fait, au départ, c'était une petite chapelle toute simple, et puis après, ça a pris de l'ampleur, et donc cette chapelle, elle est liée aussi liée à l'histoire des Malbars de la Réunion, parce qu'il explique que au départ, il y a eu un métissage entre les Malbars eux-mêmes, ensuite avec les Cafres, avec les Blancs, et donc voilà, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se faire en Inde, et ça s'est fait justement à la Réunion. Et puis Daniel Sangani a créé son propre hindouisme, on va dire. Bon, vous allez me dire que tous les autres prêtres malbars aussi créent leur hindouisme. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il faut faire attention lorsqu'on parle d'hindouisme, parce que l'hindouisme, selon la définition des livres, des dictionnaires, selon ce qui se pratique en Inde, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait à La Réunion. Effectivement, les engagés qui sont arrivés à La Réunion n'avaient pas d'autre moyen que de vivre un hindouisme adapté, qu'ils ont créé finalement. Bah oui. Oui, tout le monde le sait, c'est très bien pourquoi. De toute façon, c'est une très bonne chose qu'il y ait eu cette adaptation à la Réunion, parce que ça crée un hindouisme. C'est l'hindouisme populaire réunionnais, comme il l'appelle. Ça crée une religion locale qui tient compte des spécificités locales et qui n'est pas aveugle vis-à-vis du contexte. Et ce qui est bien aussi, c'est que Daniel Sangani n'a pas couper les ponts avec la religion catholique. Il y a toujours des... Il y a une grosse cloche dans sa cour. Et c'est aussi un petit peu en hommage à ça. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que Daniel Sangani, il a une vision très, très ouverte de la religion. Il est ouvert au catholicisme aussi et aux autres religions. Et justement, là, les hindous pratiquent aussi les... Un prêtre catholique qui a été avec lui, qui a participé à une marche sur le feu, pour savoir ce que c'est. Donc, il a toujours gardé cette ouverture vers les autres religions. Et là-dessus, je lui rends hommage, parce que vraiment, c'est quelque chose par rapport à d'autres personnes de la religion catholique qui vilipendaient, qui vilipendent la religion hindoue. Lui, il a toujours... il y a des prêtres qui sont venus pour voir, pour comprendre. Et pour voir que finalement... Ce n'est pas la façon de faire, c'est d'avoir la foi en quelque chose. Il y a Monseigneur Aubry aussi qui a créé cette réunion de toutes les religions. Donc c'est un peu le groupe interreligieux. Et donc c'est un peu dans cette optique-là, on va dire. C'est pas facile de faire cohabiter des différentes façons d'aller vers Dieu, différentes religions. Et on voit que parfois, il y en a on a déjà entendu dans des prêches, dans des homélies à l'église, des prêtres vilipender une cérémonie tamoule, en disant que vous adorez le diable, ceux qui font ça. Alors qu'il y a d'autres qui vont vers ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la pratique de la double religion. C'est chez certains hindous, c'est le fait qu'ils pratiquent à la fois le catholicisme et cet hindouisme populaire. Ça a créé un pont justement entre les deux religions, et donc elles ne sont pas compartimentées. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que c'est deux pratiques. Ce sont deux pratiques, mais on va dire ce sont deux pratiques différentes, mais dont les fidèles créent eux-mêmes des ponts, en fait. Voilà, donc on va dire que c'est totalement habituel de voir dans certaines maisons Saint-Georges tuant le dragon à l'entrée, et d'avoir un symbole hindouiste. Donc c'est quelque chose qui est devenu vraiment courant. Et c'est vrai, comme disent certains, on a inventé
la cohabitation de deux religions finalement. Oui, c'est une très bonne chose que deux religions, qui ne se complètent pas, mais qui s'entendent et dont les fidèles s'intéressent à l'une et à l'autre. C'est ce qui permet de maintenir l'harmonie, on va dire. Et sans faire du prosélytisme, il y a une chose qui est vraie, c'est que il y a chez certains qui sont dans cette pratique religieuse, c'est-à-dire aussi bien catholique qu'hindou, il y a j'allais dire, une approche avec la religion, avec la foi, qui est différente. Parce qu'il faut apprendre la tolérance et à se tolérer soi-même. Ce qui, au sein d'une famille, n'est pas toujours facile. Oui, parce qu'on imagine que dans les familles, des fois, il y en a un qui est catholique et l'autre qui est hindou. Donc voilà, il faut apprendre à vivre avec ses propres frères et sœurs, dans sa propre famille. Voilà, c'est dans les familles, il y a des frères et des sœurs qui choisissent une religion et d'autres une autre. Et l'important, c'est que les deux religions puissent être toujours interconnectées. C'est pas que les religions soient interconnectées. Il faut que ce sont les croyants, êtres humains, les êtres humains se tolèrent. Oui, bien sûr. Oui. Parce que quand on a vu que lorsque est arrivé les témoins de Jéhovah, les adventistes, d'autres pratiques, ça n'a pas été aussi simple au sein des familles. C'est pour ça que je disais que la première chose qu'on doit avoir dans la religion, c'est la tolérance de l'autre. C'est sûr. Apprendre à accepter l'autre, qu'importe sa façon de faire, si sa façon d'aller vers Dieu, c'est de choisir telle pratique ou telle pratique, c'est son choix. On n'a pas à intervenir dessus. En tout cas, Saint-Gilles, je reviens à ça, montrer aussi comment a évolué, parce que finalement, que ce soit les hindous, les petits blancs des hauts, que ce soit les descendants des esclaves, certains feront la même chose, pratiqueront aussi bien l'hindouisme que le catholicisme. Que le catholicisme. Donc, D'ailleurs, on va dire, pour en faire une synthèse, Saint-Gilles, c'est tout cela. Une fois qu'on a vu tout ça, on se dit mais quelle est la véritable identité de Saint-Gilles ? C'est à la fois tout cela, et en plus, au départ, Saint-Gilles, c'est aussi une création des bassins, parce que au départ, je vais pas en dire plus, c'est Jehan de Villers, le descendant de Madame des Bassins, qui va nous parler de la marine de Madame des Bassins, de son ancienne jetée. Vous allez voir, c'est passionnant. En tout cas, c'est un rendez-vous qu'on vous donne donc dès ce soir. Juste le temps que je fasse la transition, vous verrez donc le premier épisode. Ça sera jusqu'à vendredi. Et ce sont des reportages donc d'Alexandre Dupuis qui va nous parler de Saint-Gilles. Merci Alexandre Dupuis d'avoir lancé d'avoir ouvert cette page pour nous jusqu'à vendredi. C'est moi qui vous remercie, Gismi. Merci à vous. Donc on va aller regarder donc le premier épisode. Je vous retrouve juste après. Ce ne sont pas les collines de Beverly Hills que nous apercevons. Nous arrivons à Saint-Gilles, quartier emblématique de Saint-Paul. Saint-Gilles, c'est notre Saint-Tropez de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion est située entre Maurice et Madagascar, dans le plus bel océan du monde, l'océan Indien. C'est ici qu'en 1665, dans cette magnifique rade de Saint-Gilles, que les premiers Français ont débarqué accompagnés de leurs femmes malgaches et indo-portugaises. Plus tard, des forbans de tous bords et des flibustiers venus de tout l'océan Indien sont venus les rejoindre. Situé dans la zone sous le vent, Saint-Gilles bénéficie d'un microclimat car c'est une zone sans précipitation, il y a une absence d'érosion, une absence d'alluvions, donc cela a permis le développement de la barrière corallienne et du lagon pour le plus grand bonheur des touristes et des vacanciers. Mais autrefois, il faut savoir que ce n'était qu'une savane et un petit port de pêche. Nous survolons la barrière corallienne, le lagon et le port de Saint-Gilles. Dans ce ciel sans nuages, en prenant plus d'altitude, on pourrait apercevoir l'île Maurice. C'est la ravine Saint-Gilles qui a créé ce quartier et nous allons découvrir ensemble son histoire. Nous allons découvrir aussi bien l'histoire de Saint-Gilles-les-Hauts que de Saint-Gilles-les-Bains. Ces paysages font le bonheur des artistes. Le comte de Lille, c'est notre célèbre poète.
Il a été le premier à évoquer la beauté des dunes de sable blanc de Saint-Gilles, la couleur changeante du corail. Il a comparé les pirogues des pêcheurs, de ce qui n'était qu'un tout petit port de pêche, à des ailes d'oiseaux fendant des vagues d'argent. Ce sont les beautés de Saint-Gilles qui ont formé son âme d'artiste. Amoureux de sa belle cousine, petite fille d'esclave, elle avait, dit-il, la peau orangée, les cheveux noirs comme les étoiles de mer et les yeux brillants comme les étoiles du ciel. Pourquoi Saint-Gilles? C'est le plus beau lagon de l'île de la Réunion. Ce soleil, ce sable, cette mer chaude toute l'année. On y vient de toute l'île, soit pour un pique-nique, un bain ou pour un moment de détente. Mais Saint-Gilles, ce n'est pas que notre balade préférée. C'est autre chose, Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est aussi toute l'histoire de la Réunion. Et je vous invite à me suivre. C'est au début du siècle dernier que l'on a découvert les bienfaits des bains de mer. Mes grands-parents ont fait partie des pionniers de cette plage des Brisants, grâce au petit-train, c'est-à-dire au chemin de fer. C'est pour accompagner une petite fille atteinte de poliomyélite, dont la guérison passait par les bains de mer et de sable chaud, que mon grand-père paternel, René Dupuis, fit construire cette petite case, typique de l'architecture créole, avec à côté sa dépendance. Cette petite case est entièrement recouverte de bardeaux d'époque qui viennent de la forêt de la Petite France, située juste au-dessus de nous, dans les Hauts. Je suis son petit-fils, Alexandre, et comme réalisateur, je vous invite à poursuivre la visite de Saint-Gilles. Mais cette fois-ci, pour revisiter Saint-Gilles, je me suis entouré de créoles bourbons comme moi, amoureux de leur île. Aujourd'hui, Saint-Gilles est la ville phare de l'île de la Réunion. Il fut un temps où elle était encore sauvage. À la suite de troubles à Madagascar, les premiers Français accompagnés de femmes malgaches sont venus prendre possession de l'île Bourbon, alors déserte. C'était le paradis de millions et de millions de tortues géantes et d'oiseaux de mer. Ces marins, ces mutins, ces flibustiers de tous bords ont bénéficié d'une amnistie offerte par l'île Bourbon, à présent la Réunion. Ces hommes libres, audacieux et indépendants ont formé une communauté multiraciale dès le départ. Plus tard, la tragédie de l'esclavage n'a pas fait exploser cette société. Les esclaves affranchis et puis plus tard les esclaves libérés se sont mélangés à ce premier groupe d'hommes. Et c'est ce qui faisait dire à Raymond Barre, notre ancien Premier ministre de la France, originaire de notre île, que nous sommes tous cousins. En juillet 1665, c'est à Saint-Gilles qu'avait mouillé l'Aigle Blanc, l'un des bateaux qui avait amené les premiers colons et également le premier gouverneur de la colonie, Étienne Regnault. Depuis le début de l'île, Saint-Gilles, qui a toujours vécu quelque part dans l'ombre de Saint-Paul, Saint-Gilles a toujours été un point de débarquement, un point d'activité maritime. Le plus ancien récit que j'ai trouvé d'un débarquement à Saint-Gilles, je le répète, c'est en 1665. En 1665, à Saint-Gilles, vous avez déjà un récit de débarquement qui existe, qui est dû à la plume de François Martin, le fondateur de Pondichéry, qui est dans cette expédition de 1665 qui va déposer à Bourbon Étienne Regnault et les premiers colons venus spécifiquement pour développer l'île. Eh bien, son bateau, au lieu de relâcher à Saint-Paul, va relâcher à Saint-Gilles. Et ils vont débarquer à Saint-Gilles, etc. Donc dès le départ, la rade de Saint-Gilles est identifiée comme une rade apte à des opérations d'embarquement, de débarquement de marchandises, etc. Évidemment, Saint-Gilles va toujours être sur la liste des lieux à protéger. Mais quelle est l'origine du nom de Saint-Gilles? La ravine qui est à l'origine du nom de Saint-Gilles avait été baptisée par les 10 mutins français qui avaient été exilés de Madagascar, où ils s'étaient révoltés contre l'autorité du gouverneur de la colonie française de Fort-Dauphin. D'après Étienne de Flacourt, ces 12 mutins exilés ont été déposés dans l'île avec seulement chacun un caleçon, une chemise et un bonnet. Il n'y avait certainement pas de place pour un calendrier. Dans la région de Madagascar, d'où venaient ces mutins, une rivière avait été baptisée Saint-Gilles. Début 18e, les rades de la côte sous le vent de l'île Bourbon sont très prisées par les pirates.
Elles offrent des points de mouillage fantastiques pour leurs bateaux. Avec leurs chaloupes, ils arrivent à naviguer à travers les passes et à débarquer. Boucan-Canotte, une des plages phares de Saint-Gilles, a un nom qui évoque les boucaniers, donc forcément les pirates. Mais qu'en est-il vraiment ? Selon Olivier Fontaine, les documents anciens ne prouvent pas le lien entre la piraterie et la plage de Boucan-Canotte. En revanche, les équipages venaient faire de la viande en la fumant ou en la boucanant. Dans les cartes anciennes et dans les récits anciens, on ne trouve pas ce nom de Boucan-Canotte. On va trouver l'anse du canot ou l'anse des canots. Par commodité, les habitants, dès le départ, se déplaçaient plus volontiers par la mer, à bord de pirogues, de canottes, même de chaloupes, que par la terre. Notamment, évidemment, s'il y avait des choses à transporter. Or, par exemple, quand on va chasser, on ramène du gibier. C'est beaucoup plus pénible de le ramener par la terre, à une époque où il n'existe pas de voie de communication digne de ce nom. Donc les gens se déplacent beaucoup plus par la mer pour la chasse. D'ailleurs, une des plus anciennes réglementations qu'on a concernant la garde des canots, parce qu'on a peur que les esclaves les dérobent, c'est une réglementation qui concerne ceux qui vont à la chasse dans un point de l'île avec leurs canots, et donc avec des esclaves qui les accompagnent pour chasser. L'équipage des navires qui relâchaient dans la baie de Saint-Paul allaient eux aussi faire de la viande de l'autre côté du Cap Laos. Ils établissaient de petits campements qui leur servaient de camp de base pendant qu'ils allaient autour chasser du gibier. Ils ramenaient ce qu'ils avaient eu sur ce petit camp de base, et c'est là qu'effectivement ils préparaient la viande pour le voyage. Et à l'époque, il y a deux façons de conserver la viande, soit en la salant, soit en la fumant, donc en la boucanant. Donc sur la plage de Boucan-Canotte, ou en tout cas à proximité de la plage, eh bien il devait y avoir cette activité de fumage de la viande que l'on avait chassée, que l'on allait par la suite embarquer sur les bateaux.